de Direct Gestion avec Vincent Fourcault, associé gérant chez Uncia AM. Rebonjour. Bonjour. Alors, vous privilégiez la gestion donc high growth. Alors, on oppose souvent à la gestion value. Alors, je rappelle, la gestion high growth, donc c'est une gestion visant les sociétés donc à forte croissance et qui verse des dividendes. En général, c'est ce que l'on entend par cette gestion-là. Alors, pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix de gestion par rapport à la gestion value, par rapport même simplement à une gestion diversifiée? Oui, alors tout simplement parce qu'elle est, de notre point de vue, plus performante que la plupart des gestions que vous pouvez avoir à disposition sur le marché français. La gestion value est très présente, c'est culturel, c'est une pensée de place. Et puis vous avez la gestion GARP, donc c'est la croissance à prix raisonnable. Et enfin, vous avez notre style, qui est la croissance forte, qu'on ne trouve pas sur le marché français. C'est très américain comme style de C'est gestion. très anglo-saxon, effectivement. On a une société qui est américaine dans la gestion d'actifs qui fait ce qu'on fait d'un point de vue très américain et très émergent, mais pas de façon globale comme on le fait, qui s'appelle Wasatch. Donc je parle d'eux parce que je trouve que leur travail est remarquable. Ce que fait comme geste aussi, c'est de la croissance soutenable. Nous, en termes de profil d'entreprise, on est vraiment au-dessus en termes de croissance. Après, nous, notre ambition, c'est vraiment d'aller repérer les futurs leaders, les challengers actuels qui ont vocation à devenir des leaders demain. Et on pense que c'est là-dessus qu'on va créer le plus de performances boursières pour un investisseur. Dans le temps long, on s'inscrit. C'est vraiment des idées d'investissement qui ont vocation à se cristalliser sur 3, 4, 5 ans, voire plus. Alors, on disait donc ce choix de gestion donc de high growth, donc de croissance forte, c'est plutôt un type de gestion qui est privilégié donc, aux États-Unis. C'est peu fait en France. Pourquoi est-ce que finalement les gérants choisissent peu ce type de gestion? Est-ce que vous avez senti, vous, un engouement de la part des investisseurs pour ce type de gestion? Est-ce que c'est une façon de se différencier? Quand j'ai quitté Financière d'Échiquier, c'était une très belle maison. C'était pour faire quelque chose de vraiment performant. Et je trouvais qu'il y avait on ne répondait pas à un besoin de diversification des investisseurs. Au niveau de la place parisienne, on faisait beaucoup de value, très bien. Des gens qui font du value, il y en a beaucoup et qui le font très bien. Du GARP aussi. Et je trouvais que ça manquait un peu d'histoire d'entreprise exceptionnelle. Tout à l'heure, on parlait de Facebook, on parle d'entreprises. Vous avez vu les résultats d'Amazon, vous avez vu Alibaba en Asie, le VIP Shop, le vente privée chinois. C'est une entreprise qui vaut 20 milliards, qui est allée en bourse sur 300 millions de capitalisation en 2011. Le VIP Shop, c'est vente privée chinois, c'est un marché considérable, le e-commerce en Chine. Et là, vous avez l'émergence de leaders absolus. Et si vous n'avez pas cette approche de la croissance forte, c'est le genre d'entreprise que vous ne regardez même pas dans la gestion dite traditionnelle. Parce que c'est compliqué à appréhender, c'est chronophage, c'est à risque. Et les comités d'investissement que vous pouvez avoir au sein de grandes maisons vous ne donnent pas forcément l'aval. Donc nous, on est très pur et on fait que ça. Donc notre esprit critique, je pense, est plus développé et on l'assume à 100%. Alors effectivement, la contrepartie de ce type de fonds, c'est que c'est plus volatile. Mais l'espérance de rendement est également plus forte. Et puis vous avez dans le moteur, si je puis me permettre, des choses beaucoup plus passionnantes et fascinantes, qui correspondent plus à l'économie qui se globalise aujourd'hui. Alors l'année 2014 n'a pas été une très bonne année d'un point de vue des performances sur les marchés boursiers. Qu'en a-t-il été de votre gestion, vous, de croissance? Est-ce que finalement, dans un marché qui ne se passe pas très très bien, avec beaucoup d'à-coups, est-ce qu'avec ce type de gestion, vous arrivez quand même à sortir du lot? Alors, notre gestion, elle est tellement typée qu'on s'intéresse qu'à 1% de la cote mondiale. Vous avez 70 000 sociétés cotées dans le monde, nous c'est 1%. C'est 800 sociétés qui correspondent à nos critères de croissance et de rentabilité. Sur ce 1%, je dois reconnaître qu'il y en a très peu qui sont dans les très grands indices. Notre gestion, comme je vous l'ai dit, on va chercher du challenger, des sociétés qui ont vocation à devenir des leaders. Alors Amazon, on en a parlé. Alors Microsoft n'est pas dans nos profils de croissance suffisants, donc elle est en dessous de notre niveau de croissance. Amazon, c'est une société de croissance forte et qui a une grande capitalisation. Vous en avez deux, voire trois dans le monde. Vous avez Facebook, Amazon et Alibaba. Hormis ces sociétés-là, la plupart des investissements que nous faisons, ce sont des small et mid cap. C'est vraiment des sociétés qui ont vocation à devenir des leaders. Tout à l'heure, on parlait de Spirit Airlines, qui est le EasyJet américain. C'est une capitalisation de 4,5 milliards et c'est un leader du low cost aux États-Unis. 4,5 milliards, pour un Américain, c'est une small cap. Pour nous, c'est plutôt une taille moyenne, voire petite. Voilà, et c'est quand même un leader. Tout ça pour vous dire que l'année 2014, elle a été en demi-teinte pour nous. La première partie de l'année a été plutôt bonne, on surperformait les marchés. La deuxième partie a été moins bonne, tout simplement parce que les investisseurs se sont concentrés sur des entreprises à fort retour à l'actionnaire,
sous forme de rachat d'actions et de dividendes. Parce que vous avez un phénomène de flux qui est consécutif des politiques des banques centrales, d'apporter beaucoup de capitaux sur les marchés financiers, faire baisser le rendement de l'argent et permettre aux entreprises et à l'ensemble des agents économiques de se financer pour faire repartir la machine économique. Et nous, on a constaté que la plupart du flux allait sur des sociétés qui étaient matures et qui ne correspondaient pas à nos critères de croissance. Et c'est pour ça que nous, étonnamment, les sociétés qui ont vocation à attirer les capitaux, je dirais, les plus volatiles, eh bien, parce qu'il y a une dimension spéculative, eh bien, se sont plutôt concentrés sur ces entreprises de belle facture. On parle d'entreprises comme Visa, Mastercard, c'est des entreprises qui génèrent d'importants free cash flow aux États-Unis. Les États-Unis, l'année dernière, était une très belle année. Et puis, l'Europe était un peu en retrait pour les problématiques qu'on connaît avec la Grèce et compagnie. Tout ça pour vous dire que nous, on s'est retrouvés dans un schéma un peu paradoxal. On a commencé à sous-performer dans cette grande phase de flux vers les zones Amérique et des entreprises dites GARP, donc croissance à prix raisonnable, à fort cash flow, à forte visibilité, tout simplement parce que les taux, regardez les taux allemands, sont passés de 2% de rendement annualisé sur 10 ans à 0,2%. Aujourd'hui, on est quasiment sur des rendements négatifs sur une partie de la dette obligataire des pays les plus sûrs d'Europe. Donc, les investisseurs, notamment obligataires, et les grands allocataires d'actifs se sont posé la question, où est-ce que je vais mettre mes sous ? Je vais mettre mes sous chez L'Oréal parce que c'est de la croissance visible, parce que c'est de la qualité. Ils ont raison si on part du principe que les taux vont rester faibles pendant très longtemps. Ça correspond aussi à un contexte de dollars fort, retour de la consommation, des ménages. En Europe, oui, mais L'Oréal, ça vaut 35 fois les résultats. Enfin, faut 35 années de résultats pour... Vous trouvez que c'est trop cher ? 35 fois les résultats, si aujourd'hui il vous faut 100 ans pour doubler votre capital en investissant sur la dette allemande, là pour moi ça me paraît pas cher. C'est une question de où est-ce qu'on se trouve, quelle est la norme, la nouvelle norme, si on peut appeler ça une nouvelle norme. Mais par rapport à notre style, là puisqu'on revient à ce que nous faisons, le price earning, donc le PE, donc combien de fois on paye les résultats de nos sociétés, on les paye à peine 19 fois les résultats. Pour des entreprises, vous l'avez bien compris, en croissance forte. Et la croissance des résultats de nos sociétés, en agrégé dans le portefeuille, si c'était qu'une seule société, est de 30%. C'est-à-dire que dans 2 ans, le PE du portefeuille passe à 13 ou 14. Oui. On a bien compris ça, que c'est une vision totalement différente. C'est vrai que vous ne choisissez pas la valeur d'entreprise, même si c'est cher. Vraiment, vous allez préférer des valorisations moins fortes avec des belles sociétés de croissance, effectivement. Alors, on va revenir sur les small caps. Vous avez dit que vous étiez surtout sur les small caps aux États-Unis, même si pour nous, ça peut nous paraître des large caps. Les small caps ont quand même sous-performé l'année dernière. Est-ce que vous pensez que, on pourrait revenir à une surperformance aujourd'hui des small caps? C'est une très bonne remarque. D'ailleurs, c'est notre angle, je dirais, commercial aujourd'hui, puisqu'on a subi ce phénomène-là, de la sous-performance, notamment du Russell. Le Russell, c'est l'indice des petites et moyennes capitalisations américaines, qui, cet indice n'a rien fait l'année dernière, et un peu en engouement depuis le début de l'année, un retour d'engouement, mais il faut surtout revenir sur la performance du Russell au cours des 4-5 dernières années, qui a surperformé de façon significative le S&P 500, qui lui-même avait surperformé le CAC 40 de façon significative. Tout ça pour vous dire qu'on sort de 4-5 années de surperformance très forte des small et mid cap, une année de pause, un an et demi, c'est pas choquant, et je pense qu'on va repartir sur une phase d'accélération parce que les entreprises ont subi ce qu'on appelle un dérating, elles veulent les 30 fois les résultats ou 35 fois, et le fait de ne pas monter et de délivrer de la performance économique, elles se retrouvent beaucoup moins chères qu'il y a 2 ans. Voilà. Et donc nous, on est convaincus qu'il y aura une rotation sectorielle. Quand je dis rotation sectorielle, c'est un terme un peu générique pour dire qu'on va passer des grandes capitalisations aux small et mid cap. L'avantage, c'est que les small et mid cap, c'est un marché beaucoup plus petit, et les grandes capitalisations, c'est un marché beaucoup plus profond avec beaucoup de liquidités. Il suffit d'un petit basculement pour que les small cap fassent une très très forte performance cette année sur la deuxième partie de l'année. Donc moi, j'incite la plupart de nos clients, ceux qui nous suivent et nos amis, donc ceux qui nous regardent et qui attendent avant d'investir, d'aller privilégier les entreprises de petite et moyenne capitalisation dans le monde entier. Alors vous êtes quand même beaucoup on parle notamment du Russell, qui est un indice américain. Vous êtes beaucoup sur les indices, donc sur les valeurs américaines, parce que vous disiez que c'était là qu'il y avait le plus de valeurs à forte croissance. C'est vrai que si on compare l'Europe et les États-Unis, on voit quand même une surperformance des marchés américains par rapport au marché européen. Est-ce que là, justement, vous parliez justement du prix, du price earning, c'est pas un peu trop cher les États-Unis ?
Les États-Unis, quand on regarde dans le détail le Nasdaq, je crois qu'on est à peine à 20 fois les résultats pour des croissances de résultats qui sont de l'ordre de 10%, alors qu'il y a une parité défavorable. Vous êtes sur des acteurs économiques, des agents économiques, dans des entreprises qui sont souvent des leaders mondiaux, qui ne sont pas endettés. Hein. Le Nasdaq, allez regarder la plupart des capitalisations, c'est sûr que d'entreprises pas endettées, donc même le PE et des prêts. Si on regarde le graphique, depuis 2012, Ouais. on n'a pas arrêté de croître. Ah, Et c'est vrai que là, on peut se dire, finalement, là, on peut peut-être être à des niveaux un petit peu chers. Alors, moi, je peux vous dire que 2010, 2011, 2012, c'était des niveaux beaucoup trop bas, de toute façon, pour ce genre d'entreprise leader. Donc, disons que ce qui aurait été normalisé en 2010 et 2011, c'était au moins 3500 points. Donc, je regarde 5000 points aujourd'hui par rapport à un niveau normalisé de l'époque qui aurait dû être à 3000. Voilà, on est plutôt aux alentours de plus 50, plus 70, ce qui ne me choque pas par rapport à la performance économique de ces sociétés aujourd'hui, qui s'est encore accélérée. Le Nasdaq peut encore oui, progresser. tout à fait. Oui. Nous, on n'a pas de souci avec ça. Les grandes valeurs qui composent le Nasdaq Composite ont vocation à tirer encore l'indice jusqu'à ce qu'on ait un choc macro, et surtout dans un univers où le rendement de l'argent est à zéro. Aujourd'hui, vous placez dans du sûr, vous n'avez pas de rendement. Donc il y a aussi ce phénomène-là supplémentaire, ce qui nous amènera certainement à la prochaine bulle. Mais à court terme, les valorisations du Nasdaq ne nous choquent pas par rapport à la qualité des entreprises et des croissances prospectives des résultats de ces entreprises. Un mot sur le dollar. C'est vrai que l'effet devise a impacté beaucoup de valeurs. On voit certaines valeurs américaines qui justement commencent à parler justement de cet impact du dollar fort. Sur ces sociétés que vous privilégiez actuellement, notamment celles qui sont sur le Nasdaq, les valeurs à forte pondération technologique, est-ce qu'il y a eu un effet devise ? Il y a un effet devise, oui. On a vu les chiffres de Google. On perd quelques points de pourcentage de chiffre d'affaires. Au lieu d'avoir des performances de 15, 16, 17%, vous avez des performances de 10% du chiffre d'affaires parce que ces entreprises sont globales, effectivement. Donc la partie US, la contribution des États-Unis dans ces entreprises est de l'ordre de 50%. Donc les autres 50%, sur une devise qui s'est dépréciée en moyenne de 15 voire 20%, vous perdez 7 à 10 points de croissance. Mais je pense que tout le monde est au courant aujourd'hui. D'ailleurs, les entreprises américaines ont été fortement en retrait depuis le début de l'année par rapport aux valeurs européennes. Donc là, ça s'est vu dans le décalage de performance. Aujourd'hui, je pense qu'on va revenir à une normalisation de cet écart. Donc, même si l'Europe devrait continuer à monter sur les choses dont on avait évoqué il y a 2 mois, parce qu'on repart sur un cycle économique plus favorable, tout est fait pour que ça reparte. Je trouve que les marchés américains devraient rester une locomotive pour les marchés mondiaux. Voilà. Merci Vincent Fourcault, gérant associé chez Untiam. On va marquer une courte pause et on se retrouve dans quelques instants. On va parler justement de ces valeurs, de ces champions sur lesquels vous misez qui vont doubler de taille en 5 ans. A tout de suite.